Samedi 15 novembre. Madame, Monsieur, bonsoir à la une de l'actualité. Depuis Madrid, la communauté sahraoui prend pacifiquement d'assaut les rues et réclame justice et autodétermination et la fin de la colonisation, des revendications exprimées à l'occasion du cinquantenaire des accords de Madrid. Retour lors de cette édition sur les accords de Madrid ou les accords tripartites qui ont confisqué non seulement le droit du peuple sahraoui à son autodétermination, mais aussi bafoué le droit international. La situation humanitaire à Gaza reste fragile. Aux séquelles du génocide s'additionnent les conséquences de pluies torrentielles. L'Iran saisit le pétrolier Tarala, transportant une cargaison non autorisée vers le Singapour. Guerre en Ukraine, la Russie annonce la reprise ou la prise de contrôle d'une nouvelle localité à Zaporijia. Madame, Monsieur, merci de nous rejoindre pour cette édition qu'on entame avec la mobilisation majeure à Madrid où des milliers de Sahraouis ont défilé pour marquer le 50e anniversaire des accords de Madrid. Dénoncé comme ayant privé le peuple sahraoui de son droit à l'autodétermination. En direction du ministère des Affaires étrangères, les manifestants ont appelé l'Espagne à assumer ses responsabilités historiques, rappelant qu'elle demeure la puissance administrant le Sahara occidental selon le droit international. Slogan, drapeau et prise de parole ont réaffirmé l'exigence d'un référendum libre et transparent réclamé depuis plus d'un demi-siècle et ce conformément aux résolutions et au droit international. 50 ans après l'accord de Madrid, le peuple sahraoui, depuis le cœur de la capitale espagnole, Madrid, condamne une fois de plus cet accord par lequel notre peuple a été partagé entre le royaume du Maroc et la Mauritanie. 50 ans plus tard, le peuple sahraoui reste debout et condamne avec la plus grande fermeté ce qu'on appelle l'autonomie proposée par le royaume du Maroc. Aujourd'hui, grâce à la présence de la diaspora sahraoui, des associations et du pont de solidarité avec le peuple sahraoui depuis la capitale, il se mobilise pour sa liberté et son indépendance. Notre objectif, dire non à l'autonomie. Nous, Sahraouis, nous ne sommes pas marocains et nous réclamons l'indépendance sur nos propres terres, la République arabe sahraoui démocratique. Il est très important de réaffirmer le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination, un droit inaliénable tant qu'il n'a pas été exercé par le peuple sahraoui. Le conflit ne sera résolu sans le respect du droit international. Nous sommes ici pour réclamer un référendum d'autodétermination. Et au micro de notre envoyé spécial à Madrid, Kherdin Batache, le représentant permanent du Front Polisario en Espagne, Abdallah Arabi, a tenu Madrid pour seul responsable des malheurs du peuple sahraoui et qu'au lieu d'assumer ses responsabilités, l'État espagnol s'est déchargé de ses obligations envers le peuple et l'État sahraoui. Je vous propose de l'écouter. Cette manifestation est annuelle, mais cette année, elle coïncide avec les 50 ans de l'accord de Madrid. C'est d'abord une manifestation pour dénoncer l'accord de Madrid. Au lieu d'assumer ses responsabilités, l'État espagnol s'est déchargé de ses obligations envers le peuple sahraoui et l'État sahraoui. C'est donc d'un côté une dénonciation de cet accord illégitime et de l'autre une demande adressée au gouvernement espagnol pour qu'il assume pleinement ses responsabilités, car l'occupation, les violations des droits de l'homme et l'absence d'application du droit international au Sahara occidental sont le résultat de cet accord tripartite entre le Maroc, la Mauritanie et l'Espagne. Et la coordinatrice des associations espagnoles soutenant le Sahara occidental occupé s'est insurgée ce matin à Madrid sur les violations subies par le peuple sahraoui, et cela depuis 5 décennies. L'Espagne qui, selon elle, a vendu le Sahara occidental aux Marocains et aux Mauritaniens. On écoute. 50 años de una ocupación
50 ans d'occupation marocaine qui a divisé un peuple en deux. Des milliers de Sahraouis vivent dans des camps et l'autre partie vit dans les terres occupées et souffre de violations continues des droits de l'homme année après année. 50 ans après l'accord tripartite de Madrid, un renoncement illégal où l'Espagne a vendu le peuple sahraoui au Maroc et à la Mauritanie. Un accord qui n'exempte pas l'Espagne de ses engagements. Une nouvelle fois, nous exigeons que l'Espagne soit fidèle à ses engagements politico-historiques. Et Kherdin Batache, notre envoyé spécial à Madrid, a couvert pour nous cette manifestation. Kherdin Batache, bonsoir. Bonsoir Tinhinan. Alors Kherdin, cette manifestation, elle est annuelle et elle coïncide ce samedi avec le 50e anniversaire du funeste accord de Madrid. L'Espagne est en outre une cause directe des malheurs des Sahraouis depuis 5 décennies. Et c'est justement ce qu'ont dénoncé aujourd'hui des milliers de manifestants, insistant sur la nécessité que l'Espagne prenne toute sa responsabilité vis-à-vis de l'histoire et du peuple sahraoui, n'est-ce pas ? Oui, Tinhinan Makassi, l'Espagne tente justement d'assumer sa responsabilité en permettant la tenue de telles manifestations. Beaucoup d'Espagnols y ont d'ailleurs pris part aujourd'hui conjointement avec les représentants des associations sahraouis, des représentants du Front Polisario ici en Espagne, mais également des milliers de Sahraouis qui étaient présents. Donc ce n'est pas peut-être ici à Madrid l'Espagne qui est à blâmer en premier lieu, mais bien entendu l'occupation marocaine qui fait tout pour empêcher le peuple sahraoui d'accéder à ce droit inaliénable, ce droit légitime d'exercer l'autodétermination via un référendum. Et c'était cela bien entendu l'objet de cette manifestation qui se tient, rappelons-le, chaque année à Madrid, mais cette année 2025 marquée, vous l'avez dit, le 50e anniversaire, triste anniversaire de cet accord trilatéral entre l'Espagne, le Maroc et la Mauritanie, par le biais duquel le Maroc a envahi le territoire sahraoui et l'a occupé. C'était un certain 14 novembre 1975. La manifestation d'aujourd'hui s'est déroulée dans un climat serein, un climat sécurisé. L'organisation a été parfaite, une manifestation, rappelons-le, pacifique, qui a tenu justement à rappeler la symbolique de ce qui se fait ici à Madrid depuis plusieurs années. Les participants ont tenu également à dénoncer les tentatives marocaines, bien entendu, de déformer l'histoire, comme ce fut le cas un certain 31 octobre 2025, lorsque le Conseil de sécurité a adopté la résolution 2979. Le Maroc a tenté, bien entendu, de déformer le contenu de cette résolution. Et la manifestation d'aujourd'hui confirme deux choses. La première, c'est que la communauté internationale, notamment européenne à partir d'Espagne, soutient toujours la cause sahraoui à travers sa participation massive. Nous l'avons vu tout au long de cette journée. La deuxième est bien entendu et que l'autodétermination reste une base confirmée de résolution, peut-être pour le peuple sahraoui, le Front Polisario, la seule base envisageable de résolution de ce conflit. Une dernière chose avant de vous rendre l'antenne, Tinhinan, la symbolique se trouvait également lors de ce passage de témoins entre générations de Sahraouis. On a vu beaucoup de jeunes Sahraouis, peut-être le plus jeune avait à peine 1 an, qui était présent aujourd'hui, malgré la pluie et le froid ici à Madrid, pour participer à cette manifestation. Et c'est une manière de dire que la cause du peuple sahraoui vit encore, elle vivra longtemps, tant que ce droit à l'autodétermination n'a pas été arraché ou accordé par les institutions internationales à ce peuple courageux qui est le peuple sahraoui. Très bien, merci Kherdin Batache, merci pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes notre envoyé spécial à Madrid.
Et de son côté, le conseiller du président de la République sahraoui chargé des ressources naturelles et des affaires juridiques, Oubi Boucharaya Béchir, a affirmé vendredi que 50 années après les funestes accords de Madrid, l'Espagne portait une responsabilité historique non seulement envers le peuple sahraoui, mais envers l'ensemble de la région de l'Afrique du Nord, ajoutant que le renoncement de l'Espagne à sa responsabilité de décoloniser le territoire a conduit à l'éclatement du conflit qui persiste entre le Maroc et le peuple sahraoui, représenté par le mouvement de libération, le Front Polisario. 50 ans après les accords de Madrid, la blessure est toujours béante et la tragédie du peuple sahraoui perdure. La plus grande condamnation de la décision de l'Espagne est d'avoir tourné le dos à ses engagements internationaux et à sa promesse faite à l'ONU d'organiser le référendum d'autodétermination durant le premier semestre de l'année 1975. L'Espagne refuse toujours de tirer les véritables enseignements de ces 50 années et de prêter une attention à l'opinion publique et aux forces politiques espagnoles solidaires avec le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination et à l'indépendance. L'Espagne entrave le processus de décolonisation au sein des Nations Unies en soutenant la prétendue proposition d'autonomie et en exerçant au sein de l'Union européenne des pressions pour la signature de nouveaux accords commerciaux avec le Maroc, incluant le Sahara occidental, en violation flagrante des arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne. 50 ans après la signature des accords tripartites de Madrid, la mémoire des Sahraouis reste marquée par le texte en question qui a entravé le processus de décolonisation du Sahara occidental. Entre responsabilité historique de l'Espagne et une occupation toujours en cours, le peuple sahraoui continue de revendiquer son droit inaliénable à l'autodétermination. Retour sur ce demi-siècle de privation et de violation du droit international avec Amel Amzian Zitouni. Le 14 novembre 1975 étaient signés les accords de Madrid. 50 ans après, le peuple sahraoui vit toujours l'oppression, privé de son droit à l'autodétermination, ainsi que de tout droit fondamental, violenté et démuni de toutes ses ressources. Si l'accord tripartite de Madrid a mis fin à la présence espagnole au Sahara occidental, il a en revanche cédé le territoire au Maroc et à la Mauritanie. Un événement considéré par le peuple sahraoui comme une privation de son droit à l'autodétermination, menant à une situation prolongée d'exil, de guerre et d'exploitation illégale des ressources du territoire. Le Front Polisario a rejeté ces accords qui ont déclenché une guerre et un exode forcé des Sahraouis qui vivent depuis dans des camps de réfugiés. Aujourd'hui, le statut juridique du Sahara occidental reste un sujet de controverse. Le Maroc propose un prétendu plan d'autonomie sous sa souveraineté, tandis que le Front Polisario continue de militer pour un référendum sur l'autodétermination, tel que préconisé par l'ONU. La situation est qualifiée d'impasse par de nombreux observateurs. Dans les colonnes de la presse espagnole, les articles de solidarité avec le peuple sahraoui se succèdent, notamment sur le site d'information El Independiente, où l'écrivain espagnol Francisco Carrion a expliqué que les accords de Madrid constituent une violation flagrante du droit international et ont remis l'administration d'un territoire sans tenir compte de la volonté de ses habitants et en ignorant le droit des Sahraouis à décider de leur propre sort. L'accord tripartite, une honte historique, n'étant rien d'autre qu'une étape destinée à consolider l'occupation du territoire et s'approprier ses ressources naturelles. Le silence de la communauté internationale et la complicité de certains gouvernements ont contribué à la perpétuation de l'injustice, laissant le peuple sahraoui vivre sous occupation continue, privé de ses droits. Le Maroc a exploité le vide juridique créé par ces accords pour occuper les territoires sahraouis. De son côté, le journaliste espagnol Luis Portillo Pascual a estimé dans un article publié dans le même journal que la question du Sahara occidental reste une plaie ouverte dans la conscience espagnole contemporaine et un scandale moral et politique que les gouvernements successifs n'ont jamais osé affronter depuis 1975. Nous soutenons le peuple sahraoui dans son combat, non par compassion, mais parce qu'une injustice mondiale a été commise à son égard et parce que nous avons une responsabilité historique et morale envers lui. Sa cause est juste et reconnue internationalement.
L'auteur a par ailleurs souligné que le discours progressiste espagnol, qu'il soit de gauche ou de droite, élève des slogans pour la justice et les droits humains, tout en participant en réalité à une complicité silencieuse avec l'occupation marocaine du Sahara occidental. La dernière colonie d'Afrique reste à ce jour une question cruciale pour le continent entier qui engage la responsabilité des grandes instances internationales. Voilà pour ce qui est du dossier sahraoui de cette édition. Nous nous tournons maintenant vers la Palestine occupée ou à Gaza où la situation humanitaire reste extrêmement préoccupante. L'Organisation mondiale de la santé a annoncé que plus de 9000 patients de Gaza sont décédés en attendant une évacuation médicale pour un traitement en dehors du secteur. L'organisation, dans une déclaration faite aujourd'hui, samedi, a averti que le retard dans l'évacuation des cas critiques équivaut à une condamnation à mort et a appelé à l'ouverture immédiate de tous les points de passage et à la liberté de mouvement médical et humanitaire vers et depuis Gaza. Elle a également demandé à permettre au flux d'aide sans entrave et à accueillir davantage de patients dans d'autres pays pour recevoir des traitements alors que 16 500 patients, dont 4 000 enfants, attendent toujours d'être évacués. Même après l'annonce du cessez-le-feu, les difficultés des Gazaouis sont encore présentes, déjà confrontés à des conditions de vie extrêmement précaires et inhumaines. Les camps de déplacés subissent désormais les fortes pluies des 2 derniers jours, s'aggravent encore davantage le quotidien de ce peuple martyr. C'est un sujet signé Souila Kilal. Les pieds dans l'eau, Abou Ahmed El-Mtawar crie son désarroi. Sa tente, comme celle du reste du camp, sont complètement inondées suite aux dernières pluies qui se sont abattues sur Gaza. Surpris par de fortes précipitations à 2 heures du matin, les déplacés ont quasiment passé la nuit sous les flots. Quand la dépression est arrivée, l'eau a commencé à s'infiltrer car nous sommes situés dans des zones basses. Tout le camp en général est en zone basse. Le camp a été fortement touché par les pluies. On s'est réveillé à 2 heures du matin sous la pluie, mais on est dans un campement. Et comme dans tout campement, il y a des gens sous des tentes et d'autres sous des bâches. Soudain, la pluie s'est abattue et on a été inondés. Il a continué à pleuvoir jusqu'à 8 heures du matin. Petits et grands, tout le monde s'y met pour essayer de nettoyer et dégager les grosses flaques d'eau qui tapissent désormais le camp et le reste de l'enclave. Pas assez étanches, les frêles tentes et les abris de fortune n'ont pas pu résister aux fortes pluies. L'eau s'est infiltrée de partout, inondant toutes les affaires, même les vêtements portés par les déplacés. Les matelas sont trempés, les couvertures, les oreillers, les draps et même le sol. Où allons-nous dormir? Où pouvons-nous aller? Nos draps sont trempés, nos vêtements sont trempés, tout ce que nous possédons est mouillé. Nous sommes restés debout pour ne pas nous noyer. Après 2 longues années d'un effroyable génocide, Gaza n'est plus qu'un océan de destruction où les camps de tentes s'étendent à perte de vue pour abriter les 2 millions d'habitants. Des Gazaouis livrés à leur sort dans des conditions inhumaines, au gré des caprices de Dame Nature et du sanguinaire Netanyahou. Et après ces précipitations qui ont frappé Gaza, l'alerte humanitaire s'amplifie à l'échelle internationale. L'ONU a une nouvelle fois tiré la sonnette d'alarme au siège des Nations Unies à New York. Le porte-parole Stéphane Dujarric a lancé la sonnette d'alarme, affirmant que la situation s'aggrave de plus en plus et affirmé que des centaines de tentes d'abris de fortune ont été inondées en raison des fortes pluies qui demeurent toucher la population de Gaza. Il a par ailleurs averti qu'il y avait un risque que des milliers de familles de déplacés soient désormais totalement exposées aux intempéries, une situation aggravée par des problèmes de santé et de protection. Gaza
Nos collègues humanitaires nous signalent que malheureusement des centaines de tentes et d'abris de fortune ont été inondés par les fortes pluies d'aujourd'hui, qui ont durement touché la population de Gaza. Nous craignons que des milliers de familles déplacées soient désormais totalement exposées aux intempéries, une situation aggravée par les problèmes de santé et de protection. Nos partenaires qui fournissent une aide en matière d'abri ont déployé des équipes d'intervention rapide aujourd'hui et depuis plusieurs semaines mettent tout en œuvre pour atténuer l'impact des pluies annoncées sur les habitations de Gaza. Les conditions de vie précaires accroissent également l'exposition de la population aux engins explosifs, les enfants étant parmi les plus vulnérables. Certains ont été blessés en ramassant du bois de chauffage, d'autres doivent planter des tentes près des zones soupçonnées de contenir des munitions non explosées, faute d'options plus sûres. Et à Gaza, le cessez-le-feu ouvre timidement la porte à un retour à la vie quotidienne. Mais la reprise des cours reste un défi immense alors que 85% des écoles ont été détruites par 2 ans des génocides. Un vaste effort de reconstruction éducative se met en place. Classes sous les tentes, manuels réduits à l'essentiel, enseignants transformés en guides et parfois même en soutien psychologique. Malgré la précarité, l'envie d'apprendre persiste dans chaque crissement de craie. Sur un tableau de fortune se devine la résilience d'un peuple. C'est un reportage signé Maria Chouir. Enfin, un retour en classe moins menaçant que les 2 dernières années. Plus de calme, moins de bombes, des groupes d'étudiantes se rassemblent près des tentes improvisées transformées en classes pour reprendre une éducation restée en suspens pendant près de 2 ans. Nous confirmons qu'environ 82% des bâtiments scolaires de la bande de Gaza sont hors service. En coopération avec les organisations partenaires et des entités de soutien tant local qu'international, nous avons commencé à envisager sérieusement la reprise du processus éducatif et le lancement du processus de reconstruction par la création d'écoles temporaires dans les cours des écoles entièrement détruites ou sur des terrains adjacents. Entre manque de fournitures, tentes improvisées et cours raccourcis, le quotidien scolaire de ces jeunes étudiantes reste très éloigné de la normalité. La reprise des services éducatifs à Gaza n'a pas été chose facile. Nous avons droit à l'éducation et au droit de vivre comme tous les autres enfants du monde. Le coût élevé des fournitures scolaires fait aussi que certains élèves n'ont pas les moyens de s'en procurer. Tout cela nous affecte. Alors sauvez-nous. Offrez-nous des conditions d'apprentissage décentes. Maintenant, je vais sous une tente à 6 heures du matin et je m'assois par terre, ce qui est évidemment inconfortable. Avant, j'avais un livre où j'étudiais tout en détail. Maintenant, je n'ai que des résumés et des choses importantes ont été omises. C'est ce qui me fait souffrir. Difficultés logistiques, défis psychologiques, sous les tentes et dans les classes improvisées. Les enseignants tentent de maintenir un semblant de stabilité. Ils doivent gérer à la fois le manque de matériel et la détresse psychologique des élèves. Nous prenons en compte l'état psychologique de chaque élève. Je fais moi-même face aux mêmes difficultés chez moi. Je sais ce qu'ils ont vécu. Par conséquent, je dois traiter chaque élève comme s'il était mon propre fils ou ma propre fille. Et je tiens compte autant que possible de ses besoins psychologiques. Peuvent-ils avoir un cahier ou un stylo? Si nous pouvons leur en fournir, nous le ferons. Malgré les bâtiments effondrés et les pénuries, élèves et enseignants reviennent chaque matin sous des tentes improvisées et dans des conditions difficiles pour apprendre et enseigner. Une preuve de résilience dans un territoire encore meurtri. Je vous le disais en titre, le corps des gardiens de la révolution iranien a annoncé avoir saisi le pétrolier Talara qui transportait 30 000 tonnes de produits pétrochimiques à destination de Singapour. Les médias locaux ont rapporté que les unités de réaction rapide du corps des gardiens de la révolution islamique ont repéré, intercepté puis saisi le pétrolier Talara après une décision judiciaire en Iran de saisir sa cargaison et de la transférer au port pour inspection. Les médias locaux ont en outre ajouté que l'enquête, après une inspection complète, a montré que le pétrolier saisi Talara enfreignait les lois et transportait une cargaison non autorisée.
Dans le dossier de la guerre en Ukraine, les autorités de la région de Belgorod en Russie ont annoncé la mort de 2 personnes et 7 autres blessés à la suite d'une attaque ukrainienne sur la région. Le gouverneur de Belgorod a confirmé que les forces ukrainiennes avaient attaqué 11 zones de la province avec 104 drones, ce qui a entraîné la mort de 2 personnes et blessé plusieurs autres, tous des civils. Et le ministère russe de la Défense a diffusé ce samedi une vidéo montrant des explosions et des personnes brandissant des drapeaux russes dans le village ukrainien de Yaboulkov, affirmant que ses forces avaient pris le contrôle d'une localité dans la région de Zaporizhia, ont rapporté les agences de presse russes. Madame, Monsieur, c'est la fin de cette édition. Retrouvez tout de suite Nariman Rozekar pour l'édition africaine. Excellente suite des programmes sur Al 24 News.